L'univers est un spectacle fascinant que nous fait découvrir la NASA et l'Agence spatiale européenne grâce à ses télescopes spatiaux Hubble et plus récemment Kepler. Leurs caméras explorent un quasi-infini et montrent des phénomènes stupéfiants avec entre autres la découverte d'une multitude de galaxies aux couleurs et aux formes époustouflantes. C'est une révélation pour les scientifiques et un pas de géant pour l'astronomie. Dans la galaxie la Voie lactée, où se situe notre système solaire, les astrophysiciens découvrent également des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur similitude avec notre planète Terre les rendrait susceptibles d'être habitables. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles et l'univers observable au moins 100 milliards de galaxies, elles-mêmes incluant une multitude d'exoplanètes. Ces découvertes ont remis en question l'interrogation sur l'hypothèse de l'existence de formes de vie sur d'autres planètes. Et avec cette hypothèse revient l'interrogation récurrente sur l'existence des ovnis. Sont-ils un produit de l'imaginaire, un mythe ou une réalité ? Malgré la foison de photos à l'authenticité plus que douteuse que l'on peut trouver sur Internet, le sujet ne peut pas être traité avec dérision. Depuis la nuit des temps, les hommes ont leur regard tourné vers le ciel, interpellés par les diverses manifestations qu'ils peuvent y voir et avec des interprétations des plus diverses, souvent basées sur des croyances en des entités supérieures ou des puissances divines. Ainsi, par exemple, dans la mythologie grecque, les phénomènes naturels tels que le vent, l'orage, la foudre étaient provoqués par les dieux qui se manifestaient ainsi. Grâce à ces recherches et à ces découvertes, l'homme a pu démystifier bon nombre de ces phénomènes et approfondir la connaissance de son environnement. Mais des temps les plus lointains dans le ciel, d'autres visions plus allégoriques sont mentionnées dans les Écritures saintes de quasi toutes les religions et reproduites comme ici avec ces tableaux bibliques. Étaient-ce déjà des manifestations d'extraterrestres ou toujours de la mythologie ? Aussi loin que portent les archives humaines, on a observé dans le ciel des phénomènes étranges qui ont frappé les esprits. Mais leur apparition comme phénomène collectif avec un nom pour le désigner, ça date évidemment de juin 1947. C'est la fameuse observation de Kenneth Arnold. C'est là que pour la première fois on lui donne son nom populaire, les soucoupes volantes. C'est la date de l'entrée en scène des ovnis dans la conscience universelle. Pour interpréter la question des ovnis, il me semble qu'il y a quelque chose d'indispensable à faire, c'est tout simplement de les replacer dans le contexte culturel de leur apparition. Alors ce contexte, c'est quoi? C'est le début de la guerre froide, c'est les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'une menace venue du ciel, c'est l'émergence de la technologie, et c'est aussi l'émergence d'un genre nouveau, la science-fiction, qui, en 1947, atteint son apogée, la science-fiction classique. La science-fiction apparut dans la littérature à la fin du XIXe siècle. Un des premiers ouvrages fut écrit en 1898 par le Britannique Herbert George Wells, La guerre des mondes. Il fut repris à la radio en 1938 par un homonyme qui est devenu célèbre, Orson Welles. L'émission simulant l'invasion de la planète Terre par des Martiens déclencha aux États-Unis une panique hystérique. Par la suite, cet ouvrage fut aussi adapté au cinéma. Ce thème de littérature et de film se développa rapidement jusqu'à nos jours, très souvent avec succès. Il a été l'objet d'une exposition à la Cité de la Science à la Villette début 2011. La science-fiction a mis en place un ensemble de représentations. Elle nous a familiarisés avec l'idée d'une invasion, d'une visite venue de l'espace d'êtres non humains.
Alors, ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des représentations qu'on lit aux ovnis, c'est-à-dire la forme des objets, leur comportement dans le ciel, les phénomènes technologiques mystérieux qui les entourent, les ovnis émettent souvent de puissants rayons de lumière, etc., le comportement que l'on prête à leurs occupants, enfin, tout ce que les ovnis sont censés produire lorsqu'ils interagissent dans notre environnement. Eh bien, tout cela a été décrit en détail par la science-fiction française et américaine dans les premières décennies du XXe siècle. C'est-à-dire lorsque les ovnis émergent, à partir de 1947, ils ont déjà été décrits. Alors là, il y a un phénomène vraiment à première vue très étrange. Comment est-il possible que, si les ovnis sont un phénomène réel, la fiction ait pu précéder à ce point-là la réalité? Et qu'est-ce que va faire la science-fiction? Elle va fournir un ensemble de stéréotypes, de représentations. Les ovnis, nous ne les connaissons qu'à travers un phénomène de témoignage, à part quelques très rares photos, d'ailleurs souvent difficiles à interpréter. Ce témoignage, nous essayons d'en tirer des représentations visuelles. Nous essayons de construire un portrait robot. Ce portrait robot, le point central est là, il a été créé à partir de matériaux imaginaires issus de la science-fiction. L'impression que j'ai, c'est qu'il est très difficile de nier qu'il y ait des manifestations non identifiées qu'on observe dans le ciel, à proximité du sol et parfois même au sol, des phénomènes que l'on ne comprend pas. Bien avant le 24 juin 1947 et l'observation de 9 disques par Kenneth Arnold aux commandes de son avion, ce qui déclencha la vague de témoignages sur des visions d'objets volants non identifiés dans le ciel des États-Unis, Los Angeles avait été le théâtre d'une étrange manifestation. Alors que les USA étaient après Pearl Harbor en pleine guerre avec les Japonais, dans la nuit du 25 au 26 février 1942, plusieurs mystérieux objets volants non identifiés survolaient la ville. Pris pour des bombardiers nippons, ils furent pendant plusieurs heures la cible d'un déchaînement de tirs de DCA, et ceci sans résultat. Le lendemain, photo à l'appui, la presse faisait largement l'écho de l'événement en évoquant l'hypothèse d'un ovni. Fait particulièrement troublant, le témoignage de l'ancien pilote de chasse Jean Kissling. Aujourd'hui très âgé, il aurait tenté durant l'été 1945, au-dessus de la base de Selfridge dans le Michigan où il était affecté, d'intercepter un ovni en le mitraillant. Son témoignage a été recueilli en 2008 par Alain Boudier, président de la commission 3AF PAN, Association aéronautique et astronomique de France, composée de sommités scientifiques entre autres. La commission PAN est chargée de l'observation de phénomènes aérospatiaux qui ne peuvent être rattachés à des aéronefs connus ou expliqués par la physique contemporaine. Parti en mission à bord de son P-47 à 15 000 mètres d'altitude. Il lui a été ordonné de mitrailler les objets et à ce moment-là, il a vu les objets se transformer en soucoupes volantes et s'éloigner à une vitesse absolument phénoménale. Une fois atterri à la base de Selfridge, son colonel lui a dit qu'il avait eu beaucoup de chance parce que ses prédécesseurs n'étaient pas rentrés de leur mission. En 1947, en pleine vague d'observation d'objets insolites dans le ciel des États-Unis dans le désert, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, une actualité allait et continue de défrayer les chroniques. Le 8 juillet, la base des bombardiers atomiques de Roswell, l'unique au monde, révèle qu'ils ont trouvé une de ces soucoupes volantes écrasée dans le désert, dans les environs. Et cette nouvelle fait le tour du monde très très vite. Mais le soir même, il y a un démenti au quartier général au Texas, le général Ramey, qui montre à la presse des débris de ballons météo et de cibles radars écrasés, qui leur dit voilà, les aviateurs de Roswell se sont trompés, c'est pas une soucoupe volante qu'ils ont trouvée, c'est ça, c'est des débris de ballons météo. Et l'affaire est enterrée pour 30 ans. Jamais un officier de renseignement, l'officier de renseignement, imaginez, de la seule base atomique au monde, qui ne serait pas capable de reconnaître un ballon météo crevé et qu'il prendrait pour un disque volant. Non mais c'est absurde.
Au début des années 90, il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. Il y a même le député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui a réclamé une enquête au Congrès parce qu'il n'arrivait pas à avoir des réponses convenables de la part du Pentagone. Cette enquête a eu lieu. Ils ont conclu en 1995 qu'on avait détruit une grande partie des archives de Roswell sans aucune explication. Et ils ont dit l'enquête sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Ça, c'est la commission d'enquête du Congrès américain. C'est officiel, si on veut, quand même. Mais le Pentagone a réagi en disant non, 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 non. Oui, c'est vrai qu'on avait menti, c'était pas un ballon météo, mais c'était un énorme assemblage de ballons, le ballon Mogul. C'était très impressionnant. Et voilà, c'est ça qu'ils ont pris pour une soucoupe volante. Alors, ils ont écrit un livre de 1000 pages, incroyable, pour expliquer ça. Et en réalité, ils n'expliquent rien du tout. Il n'y a aucune preuve solide de ce qu'ils avancent. Ce livre tente principalement de justifier pourquoi avait été évoqué le crash de simples ballons météo au lieu des fameux ballons Mogul. Ceux-ci étaient destinés à observer les expériences nucléaires soviétiques. Ils étaient alors classés secret défense. Les deux affaires de Roswell, car il y aurait eu 2 crashs, ont fait la notoriété mondiale de la ville qui leur a donné son nom. Il reste à ce jour un mystère jamais réellement éclairci, ni par les explications des divers services du gouvernement américain, ni par les enquêteurs et les journalistes. Tous les acteurs de cette affaire n'ont cessé de varier dans les versions des faits, ou leur interprétation suivant les intérêts qu'ils pouvaient y trouver, ou leur croyance ou non en la visite d'extraterrestres. L'affaire s'est encore compliquée en rebondissant en 1993 avec la diffusion de photos et d'un film sur l'autopsie du cadavre d'un des 4 aliens supposés avoir été découverts dans les débris de l'un des crashs. À ce jour, à peu près tout le monde s'accorde à dire que ce fut une supercherie. C'est sur l'instigateur et sa motivation que les avis divergent encore. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse de visite d'extraterrestres et pour eux d'une désinformation sur le sujet se basent entre autres sur des documents déclassifiés de l'US Navy. Ces derniers décrivent précisément de très nombreuses observations de disques ou autres objets volants non identifiés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. La matérialité de ce phénomène n'est pas démontrée. Or, il existe des documents qui la démontrent. Et ça, c'est très important. Ces documents sont connus, ces documents sont déclassifiés. Il y en avait, pour vous donner un exemple, 85 000 en 1985. 85 000 pages dactylographiées qui parlent toutes du même sujet, qui représentent des documents militaires et qui toutes vont dans le même sens. Il y a effectivement des incursions qui, dans les années 65, se font de plus en plus précises au-dessus des bases atomiques américaines. Il y a des déprogrammations d'ogives prêtes à être lancées sur les Russes, etc., etc. Ce rapport décrit des survols de la Scandinavie qui sont intervenus alors que la flotte américaine qui revenait de Bikini, donc de l'opération Crossroad, où de nombreuses bombes atomiques avaient été tirées, la flotte entrait dans les eaux territoriales scandinaves. Il est plus que probable qu'on avait affaire à des engins qui n'étaient pas de ce monde, en tout cas pas de technologie humaine, qui recherchaient la source des bombes atomiques. Le rapport fait allusion à des missiles qui sont vus à relativement basse altitude, mais certains à très basse altitude, au-dessus de la Scandinavie. Ils ressemblent d'assez loin à des fusées V1. Ces missiles ont des caractéristiques très différentes. Ils émettent une flamme toutes les 3 secondes, ce qui n'était pas du tout le type de propulsion d'un V1. Il leur arrive de s'autodétruire, apparemment, quand leur mission est terminée. Mais il y a d'autres objets qui sont observés et qui sont précisés dans le rapport. Et parmi ces objets, il y a des grands cigares qui apparemment se tiennent en l'air sans propulsion visible, etc. Et au moins un engin dont la vitesse était mesurée à 2800 km/h en 1946. Si le phénomène du mystère des ovnis a débuté aux États-Unis, il s'est rapidement propagé sur toute la planète. Les témoignages abondent et quelques rares photos présumées authentiques ont fait l'objet en 2008 d'articles dans le journal anglais Daily Telegraph.
Comme elle est exposée à la Cité de l'Espace à Toulouse, l'exploration spatiale, qui démarra durant la seconde moitié du XXe siècle, a été lancée pour l'étude de l'univers et la recherche de traces de vie ailleurs. Les ovnis, les extraterrestres, ont déclenché bien des interrogations, à la fois dans le grand public et certaines instances gouvernementales. Aux États-Unis, l'US Air Force initie en 1966 la commission Condon et en France, le CNES crée en 1977 un service officiel d'enquête, le GEPAN. Pour beaucoup, leurs conclusions restent trop évasives. Certains suspectent même une volonté de désinformation des populations. Pour tenter d'apporter des réponses, des initiatives privées prennent le relais avec entre autres en 1995 aux États-Unis un colloque organisé par Laurance Rockefeller. Il est composé de scientifiques et de membres spécialisés en ufologie. Leurs conclusions font ressortir qu'un phénomène existe et qu'il est nécessaire de continuer son étude. En France, en 1999, une association présidée par Denis Letty, général de l'armée de l'air, composée d'anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale associés à des experts, rédige un rapport remis au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et à son Premier ministre, Lionel Jospin. Les avant-propos du général Letty et la préface du général Norlin interrogent grandement sur l'interprétation des enquêtes. Le général Norlin, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai volé une fois extraordinaire, et qui était à un moment le patron de la défense aérienne, a signé des deux mains une préface en disant attention, il y a un problème et il faut absolument étudier ce problème qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. La commission rapporte de nombreux témoignages, dont certains émanent de pilotes. D'autres sont devenus emblématiques de l'ufologie, comme les photos d'André Frénial prises en Auvergne au lac Chauvet le 18 juillet 1952. Ces photos ont fait la une des journaux de l'époque. L'évocation de la rencontre du troisième type de Valençol laisse perplexe. Le témoin, Maurice Masse, raconte qu'au petit matin du 1er juillet 1965, alors qu'il travaillait dans un champ de lavande, il entendit un puissant sifflement. Cherchant à en découvrir l'origine, en contournant un mur de pierre, il entrevoit un engin en forme de ballon de rugby, de la grosseur d'une voiture et de couleur neutre mate. Il distingue aussi deux petits hommes accroupis qui se relèvent à son approche avant que l'un d'eux le paralyse en lui braquant une sorte de tube. L'enquête de gendarmerie qui suivit releva des traces laissées dans le sol et confirma la véracité du témoignage. Les rencontres du troisième type sont des faits rarissimes et lorsqu'elles sont étayées par des indices matériels, elles laissent particulièrement dubitatifs. Le rapport Cometa, confidentiel à l'origine, fut repris par un hebdomadaire national qui en tira un numéro spécial. Les informations données déclenchèrent une prise de conscience collective sur le phénomène. D'autres témoignages contribuèrent à l'alimenter. Les personnels navigants sont les témoins les mieux placés et les plus crédibles pour faire des observations détaillées et précises. Le colonel Jack Crean, aujourd'hui à la retraite, débuta sa carrière comme pilote de chasse. Il fut par la suite chef moniteur, officier de sécurité des vols, instructeur combat aérien, leader de la patrouille de France, avant de quitter l'armée pour occuper la fonction de commandant de bord à Air France. En septembre 1975, durant une mission d'entraînement sur Mirage 3, il fut témoin avec son coéquipier d'une étrange rencontre. J'ai vu passer devant moi, un mode estimé 7 ou 8 km, ce qui ressemblait d'abord à un avion de ligne, un fuselage d'avion de ligne. Bien éclairé. Et là, j'appelle le contrôle en disant, dis donc, ça va pas là, on va se faire engueuler. Hein, s'il y a un avion civil qui passe au milieu de nos exercices, c'est pas dans les règles. Et le contrôleur me dit, j'ai pas de contact radar là-dessus. Je dis, moi, écoute, je vois quelque chose de gros et qui passe devant nous. Et mon équipier qui était en train de rassembler, je lui demande de confirmer, il me dit, oui, je vois bien, un avion là en face de nous. Et le contrôleur confirme qu'il n'a pas de contact radar. Cette chose-là passe devant nous. Et comme le contrôleur me confirme qu'il ne voyait pas, on rentre dans une mission de police du ciel, en fait, comme on a à l'époque, c'était la guerre froide. Donc on met la post-combustion, et on essaye de rassembler sur cet objet volant. Et alors, on s'est approché assez près,
La nuit, c'est très difficile. Hein, quand on n'a pas une référence, c'est très difficile d'avoir une distance et une grosseur. Bon, ça me paraissait... C'était une forme, en fait, un peu comme un ballon de rugby. Et au moment où on approche assez près, hop, ça disparaît en une microseconde. J'ai une accélération qui nous laisse vraiment sécher. Je redemande au contrôleur radar s'il a toujours eu aucun contact. Il me dit non, rien, de rien, de rien. Bon, ben on reprend donc notre entraînement. Deuxième présentation. Là, je suis chasseur. Et au moment où j'arrive à 7-8 km de la fin de mon rassemblement, paf, ça réapparaît de nulle part. Comme on aurait pu dire un autre avion de chasse ou un autre avion, enfin plutôt un autre avion qui observait, bon, c'est la troisième dimension ce qu'on faisait. Je rappelle le contrôleur, il me dit non, moi j'ai toujours pas de contact radar. Là, ma collègue rassemble, on met la post-combustion et on y va pour rassembler sur cet objet volant. On accélère même assez fort, on accélère donc, on avait Mach 1.6, il fait à peu près 1700 km/h. Et au moment où peut-être ces choses-là nous sentent menaçants, pareil, ça disparaît en une fraction de seconde, une accélération époustouflante. Je demande au contrôleur s'il n'a toujours pas de contact radar, parce que ça fait quand même 2 fois que ça se présente. Il dit non, on refait un autre exercice, on se représente une 3e fois. La chose réapparaît de nulle part, en état d'observation, bon, non menaçante, mais qui est en train de regarder gentiment, parce qu'apparemment c'est intrigué par ce qu'elle est en train de faire. On essaye de rassembler de nouveau, de se rapprocher le plus vite possible. Moi je pense, je me rappelle ce qui m'a intrigué, c'est que je voyais à travers son fuselage, j'avais des hublots assez grands, une lumière blanche, alors extraordinaire. Je dirais pas céleste, mais vraiment une lumière blanche, et je voyais à l'intérieur. C'était une immense cavité blanche, et je voyais vraiment une transparence, ça m'a frappé. Mais ça disparaît aussi en un clin d'œil. Donc là on manque de pétrole, on rassemble, on perce, comme on dit, on va se poser à Creil. Contrôleur, bon, le débriefing, il dit moi j'ai rien vu, bon. Et avec le collègue, on a dit bon, on dit rien non plus, puisque de toute façon, si on fait un rapport un peu circonstancié, on va choisir le psy, choisir le médecin, ou alors on est au secret, donc ça présente pas beaucoup d'intérêt. On était assez habitué à reconnaître ce qui se baladait dans le ciel, et ça, j'ai jamais rien vu d'autre de toute ma carrière aéronautique. Et j'ai jamais vu non plus des performances pareilles. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on a produit des objets volants qui sont capables de telle accélération, et même du genre de manœuvre, puisqu'il est parti un petit peu, donc des accélérations qui sont gigantesques. Alors donc la question que moi je me suis posée un peu, je me pose encore, si ça n'est pas terrestre, donc c'est extraterrestre. Alors qui est derrière ça? C'est la question. Jean Grellet commença sa carrière aux États-Unis comme pilote de chasse dans l'US Air Force, puis fut commandant de bord à Air France durant 20 ans. Il dénombre 17 500 heures de vol à son actif. Il fut 3 fois témoin de phénomènes et de visions qui laissent perplexe. Son premier témoignage remonte à 1966. J'étais second pilote dans un Boeing 707 d'Air France. Le commandant de bord était à sa place à gauche. Nous avions un radio, un navigateur et en plus un ami du commandant de bord était venu nous rendre visite. Donc nous étions nombreux et tous ont vu la même chose sur mon écran radar. Nous avons été doublés au sud de Rio de Janeiro par un engin qui allait à peu près à 5000 à l'heure, détecté au radar, suivi au radar, vitesse mesurée au radar, donc aucun problème quant à la vitesse. Le retour de l'écho était à peu près celui qu'aurait donné un Boeing 707 de l'époque, donc quelque chose d'assez considérable. Alors, c'était naturellement non identifié pour 2 raisons. D'abord, on ne l'a pas vu. Nous étions au-dessus d'altostratus qui nous empêchait de voir le sol. Et cet engin est passé en dessous de nous et sur notre droite. Et la suivante a eu lieu en 1984. J'étais alors commandant de bord, aux commandes d'un Boeing 747 d'Air France sur le Los Angeles-Montréal. Et là, nous avons été doublés par quelque chose. Ce quelque chose ressemblait à un groupement de sphères métalliques derrière lequel une énorme traînée lumineuse, et je dis bien autolumineuse, il était précisément minuit en heure locale, nous a doublés par la droite. Et à ce moment-là, c'est le contrôle de la navigation aérienne qui nous a demandé ce que nous avions vu passer. 2 autres avions sont intervenus sur la fréquence, un Lufthansa et un Olympic Airways qui avaient vu la même chose que nous. Mais qui était un petit peu plus loin de la trajectoire de cet engin. Alors en gros, cet engin
avait une trajectoire parfaitement horizontale, très légèrement, comme altitude, très légèrement supérieure à la nôtre, et il a disparu finalement à l'horizon. En plus de ces 2 observations en vol, le commandant Grélé en a fait une 3e au sol cette fois avec un groupe de personnes. Tous ont fait une déposition identique à la gendarmerie. On a vu virer très lentement et passer devant nous une énorme structure qui donnait l'impression d'être, je dirais, une structure métallique avec de nombreuses lumières tout au long. Et cette structure portait à l'avant 2 phares dirigés à peu près vers le sol à 45 degrés, mais curieusement dont la lumière s'interrompait avant d'arriver au sol. Donc une lumière très dense et puis brutalement qui s'arrêtait. Et on avait l'impression que cet engin était propulsé par 2 faisceaux de lumière blanche qui m'ont un peu rappelé ce que j'avais vu à Los Angeles, je dois l'avouer. J'ai tendu ma main et l'engin couvrait cette surface, cette longueur à bras tendu. Mon voisin de droite qui était dans l'aéronautique a fait la même chose. Cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long. Les déclarations sur des visions d'OVNI ne sont pas que du passé. L'été 2011 a été riche en témoignages. Le 20 août, à 20h15 à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, Joël Gerbe aurait aperçu un objet volant insolite. Subitement, entre les 2 tours qui sont là-bas et la grue, à une hauteur que j'arrive pas à définir, j'ai vu un objet sortir d'un nuage, un objet qui était vraiment très très bizarre. Donc j'ai eu un coup de chance, j'avais l'appareil photo qui était sur la table, sur ma table basse, puisque mes enfants venaient de sortir de l'appartement. Je me suis saisi de l'appareil à photo et j'ai fait une photo. Ça a duré en moyenne 10 secondes à peu près, et ensuite j'ai vu partir cet objet à une vitesse vertigineuse. La photo, hélas floue, a été expertisée et semblerait être authentique. Avec les paramètres qui lui ont été donnés, un expert en photographie a estimé que l'objet pouvait mesurer plus de 100 mètres de long. Ce nouveau fait divers, qui a fait l'objet d'une déposition, a été pris très au sérieux. Le GEPAN a déclenché une enquête. Le GEPAN est un des services du CNES, Centre national d'études spatiales. Le CNES a pour mission principale de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France. Il cogère avec Arianespace et l'Agence spatiale européenne la base de lancement de Kourou en Guyane. Le GEPAN, qui est le seul organisme d'État au monde dédié à l'étude des phénomènes aéronautiques non identifiés, a tout naturellement été rattaché au CNES. La question de cette possible vie ailleurs que sur Terre est un thème qui motive et qui stimule le CNES depuis de longues années maintenant. La mission du GEPAN au sein du CNES est absolument claire. C'est recueillir, écouter, collecter les témoignages de nos concitoyens qui voient des choses ou qui sont les témoins de phénomènes qu'eux-mêmes n'arrivent pas à identifier. Et avec les moyens qui sont les nôtres, les connaissances, la compétence, les scientifiques qui travaillent avec nous, les experts, nous essayons de donner des réponses aux questions que les gens se posent. Le GEPAN est en contact avec à peu près toutes les autorités nationales, la gendarmerie, la police, la météo, les chercheurs, l'armée de l'air. Alors les phénomènes aérospatiaux non identifiés, une fois qu'ils ont été collectés, analysés, archivés par le GEPAN, sont classés en plusieurs catégories. Donc, il y a des catégories de phénomènes qui sont totalement identifiés, qui sont classés en catégorie A. Il y a 4 grandes catégories. En catégorie B, on a les phénomènes qui sont pratiquement à 100%, je dirais, identifiés, mais que l'on ne peut pas reproduire. Ensuite, il y a toute une catégorie que l'on classe en catégorie C, des phénomènes qui, soit les témoignages sont trop succincts pour mener une enquête, ou il nous manque des informations importantes qui nous permettent d'aller plus loin dans les enquêtes. Et ensuite, la catégorie, effectivement, qui intéresse tout le monde, qui est la catégorie de phénomènes inexpliqués, qui est la catégorie D, dans laquelle se retrouvent les phénomènes qui sont inexpliqués. Inexpliqués pourquoi au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on a pu mener une enquête plus ou moins approfondie, mais les résultats et les conclusions de cette enquête ne nous ont pas permis quand même, malgré la richesse des informations, de classer le phénomène. Et le phénomène est quand même classé inexpliqué avec un degré d'étrangeté, je dirais, plus ou moins élevé, quoi.
Les bureaux du GEPAN se trouvent dans les locaux du CNES à Toulouse. C'est ici que sont reçus et analysés tous les témoignages. Depuis 2007, le GEPAN a ouvert au grand public sur son site internet ses archives de 30 ans. Depuis la création du premier GEPAN en 1977, on a recueilli à peu près 7000 témoignages qui sont des témoignages uniquement sur le territoire français et les dom-toms également. Et ces 7000 témoignages représentent à peu près 2500 cas, puisqu'on peut avoir plusieurs témoignages pour un seul cas. Ce qui est d'ailleurs intéressant, ça permet de faire des recoupements en termes de trajectoire, etc. Et actuellement, on reçoit à peu près 2 à 3 témoignages par jour. On s'astreint à avoir une démarche de méthode et de bien expliquer pourquoi on interprète cette observation comme ça et pourquoi on la classe dans telle catégorie. Une chose importante, on n'a pas de dossier secret, on publie tout ce qui nous est transmis. Aux restrictions près, il y a des catégories d'informations qui n'apparaissent pas dans nos dossiers quand ils sont publiés. Tout ce qui est information de nature privée à retrouver les gens. Les services du GEPAN sont extrêmement prudents pour formuler des hypothèses sur leurs enquêtes. Si on avait à la fois une corrélation visuelle de gens compétents qui sont habitués, comme les pilotes, entre guillemets, et d'une trace radar pris par les antennes au sol, effectivement, on pourrait penser qu'il y a bien quelque chose derrière, un objet. Alors après, tout reste à interpréter. Je dirais, cet objet, c'était quoi? Est-ce que c'était un ballon qu'on n'a pas su retrouver? Est-ce que c'était autre chose? Ça, on ne sait pas. Donc de là à corréler une observation d'un ovni, d'une soucoupe volante, il y a un pas que vous ne me ferez pas franchir. Ne confondons pas des hypothèses, de la fantaisie, de l'imagination avec une réalité. Et c'est là qu'il faut absolument s'arrêter en disant, maintenant, je laisse partir mon imagination, très bien, alors on peut vraiment tout imaginer, tant mieux. Simplement, il ne faut pas réduire, du moins dire que ce produit de l'imagination eh bien, serait la réponse et l'unique réponse aux questions que nous posons aujourd'hui. Il faut accepter de ne pas savoir. La question du danger possible n'est pas du tout exclue, puisque l'armée de l'air fait partie des partenaires qui travaillent avec le GEPAN, et ça depuis longtemps. Il y a même eu des rapports qui ont été émis par certaines personnes, en leur nom propre, je vous le dis tout de suite, soulignant la possibilité de danger. C'est une analyse qui n'a pas été suivie par les autorités nationales actuelles. Il faut être vigilant, on est attentif, on regarde le ciel, on scrute le ciel, et on découvrira des choses qui ne sont peut-être pas du tout menaçantes. Pour la vigilance et donc la détection d'éventuelles intrusions d'objets volants non identifiés dans l'espace aérien français, les autorités et le CNES ont entre autres à leur disposition la défense aérienne nationale avec ses infrastructures. Au Mont-Verdun, à proximité de Lyon, la base 942 est le centre de détection et de contrôle. Elle supervise et conduit toutes les activités aériennes se déroulant dans l'espace aérien national. Pour cela, elle dispose de tout un système de maillage de radars civils et militaires dispersés sur l'ensemble du territoire. Nous n'avons eu aucun écho-radar de pan. Quelquefois, on a des observations qui sont faites par des personnels au sol et nous n'avons aucune trace radar. Pour la partie défense, donc le Centre national des opérations aériennes est l'organisme qui centralise toutes les informations relatives aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a été mis en place dans la documentation aéronautique militaire un compte-rendu type lorsque les pilotes militaires ou les contrôleurs aériens militaires rencontrent des phénomènes particuliers. Les observations décrivent souvent des phénomènes connus ou inconnus associés à des sources lumineuses sans preuve réelle d'un objet matérialisé. Ces visites qui peuvent être anormales ou paranormales sont bien évidemment prises en compte au sérieux par la partie militaire. Je n'aime pas le terme ovni puisque nous on considère que ce sont plutôt des phénomènes actuellement puisque nous n'avons aucun objet matérialisé qui prouve l'existence d'extraterrestres ou de formes particulières d'autre nature. Nous sommes ouverts à toute réalité. Sauf qu'actuellement, la réalité montre qu'on n'a rien trouvé de probant concernant ce sujet. Bien évidemment, on ne se ferme aucune porte.
D'autant que pour différentes raisons liées au fonctionnement des radars, comme par exemple l'altitude ou la furtivité, des objets volants peuvent échapper à une détection. François Louange est un scientifique de très haut niveau spécialisé dans la photographie qui fut un des instigateurs de la création du GEPAN. Dès l'origine, il collabore avec cet organisme pour tenter de percer le mystère des pans, phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'expression est plus large qu'OVNI, objet volant non identifié, qui sous-entend un objet solide. Le terme pan englobe ainsi les ovnis, les phénomènes météo, géophysiques et autres. J'ai très vite pensé qu'il y avait certainement matière derrière cette question des ovnis à faire un travail, disons, scientifique, de recherche rationnelle pour essayer de comprendre ou de caractériser ces choses qu'on rapportait et qui n'avaient pas d'explication a priori. Je me suis spécialisé depuis plusieurs dizaines d'années sur l'analyse des clichés présumés d'ovnis, photos, vidéos, etc. Les gens ont toujours pensé, mais une vraie photo, c'est une preuve absolue. Et si on creuse un peu la question, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'une photo, et ça je l'affirme haut et fort, ne sera jamais la preuve de quoi que ce soit à elle toute seule. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une photo, vous me direz? Ce qu'on peut faire, c'est, dans un premier temps, essayer de trouver son explication. Alors il y a plusieurs étapes à ça, mais on peut commencer par essayer d'éliminer les causes, j'allais dire, naturelles. Il peut y avoir des phénomènes naturels qui donnent des résultats extraordinaires. Il peut y avoir aussi des phénomènes techniques. Donc on peut, dans un premier temps, on doit essayer de trouver l'explication et de trouver la faille, si je puis dire, c'est-à-dire le phénomène parasite ou éventuellement volontaire de tricherie de la part de l'auteur. Alors ça, on n'est jamais sûr d'arriver jusqu'au bout à éradiquer ces choses-là, parce que c'est la course éternelle entre ceux qui font et ceux qui défont. Mais disons qu'on peut quand même très souvent mettre en évidence qu'il y a eu trucage. La première chose qu'on peut faire si on voit un objet totalement inconnu dans une photo, c'est essayer de savoir quelle taille angulaire, alors c'est un terme technique, mais les gens comprendront, c'est l'angle qu'il y avait entre l'œil de l'appareil, si je puis dire, l'objectif, et cet objet. Ça, on peut le déterminer si on connaît les caractéristiques de l'appareil de prise de vue. Chose qui est très facile avec la photo numérique, puisque tout ce genre de données, même si les gens ne le savent pas, sont incluses dans la photo. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers dedans qui vous disent ça a été pris avec un Nikon ou un appareil de telle marque et dans telles conditions, et la focale était dedans. Bon. Si on a ces informations, on peut, d'une façon très simple, et avec l'informatique c'est encore simplifié, calculer la taille angulaire d'un objet. Et quel est le problème après? C'est toujours le même, c'est savoir si c'était un objet très gros dans le ciel, loin, ou si c'était un objet tout petit à côté de l'objectif. Et là, on fait jouer ce qu'on peut. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, on a des informations de nature physique qui permettent de dire que l'objet n'était pas plus loin que tant ou pas plus près que tant. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça joue sur les conditions de diffusion atmosphérique, sur le fait que l'objet était sombre ou était lumineux, sur un certain nombre de choses. Nous sommes là devant un cas photographique qui a été montré à maintes reprises, y compris par moi-même, qui est un exemple de photo à la fois d'une catégorie pas très intéressante, c'est-à-dire des photos dans lesquelles il n'y a rien d'autre comme source d'information, parce que c'est le cas, et qui est malgré tout, dans ce cas-là, intéressante à cause de la richesse de l'information. Ce n'est pas une petite tache blanche, ce n'est pas un petit point noir. Cette photo a été prise à Costa Rica par un organisme de géographie qui photographiait le pays. Vous savez, on prend des avions très stables qui prennent une photo toutes les temps de secondes. Mon ami Jacques Vallée a emprunté le négatif original et me l'a apporté. À l'époque, je travaillais avec un laboratoire de la Défense nationale et nous avions un objet extrêmement rare à cette époque qui était un vrai scanner. Les scanners n'existaient pas dans le public du tout. Il devait y en avoir 2 ou 3 par pays. Et on a pu scanner cette image et en faire des fichiers informatiques sur lesquels à la fois les Américains et quelques Européens et moi-même avons essayé de creuser la question. C'est un cas d'objet non identifié, si vous voulez. Bon, maintenant, pour vous dire que c'est une soucoupe avec des personnages dedans. Si on regarde les caractéristiques décrites ou enregistrées de certains de ces phénomènes de la catégorie OVNI, et notamment les phénomènes dans la catégorie aéronautique, on trouve des caractéristiques qui ne sont pas explicables par la technologie actuelle. Bon, ça, on dit ça depuis longtemps, depuis qu'on voit des ovnis, mais c'est sûr. Voir des objets, si objets il y a qui ont des accélérations telles que celles qu'on mesure ou qu'on croit mesurer, c'est des disparitions, des angles droits, des choses comme ça défie la physique. Donc si ce sont bel et bien des objets, on ne sait pas expliquer ce qui se passe.
Le problème OVNI est un problème sérieux. Ce n'est pas le problème numéro 1 de l'humanité, bien évidemment, mais c'est un problème très sérieux. À partir du moment où le public s'y intéresse, se pose des questions, à partir du moment où des organismes officiels se posent des questions, l'État se doit, encore une fois, même si le sujet était vide, ce qui n'est pas le cas, se doit de mettre le minimum au service du public pour donner des réponses. Dans le grand public, de nombreuses personnes s'intéressent aux hypothétiques visites venues d'ailleurs. Certains en doutent, d'autres y croient fermement. Les plus passionnés se regroupent dans des associations ufologiques pour tenter d'appréhender au mieux le mystère, mener des investigations dont elles communiquent souvent les résultats au GEPAN ou à des magazines spécialisés. Joël Ménard, directeur de l'un des plus anciens de ces magazines, est captivé par le phénomène. Il recueille des témoignages et déclenche souvent des enquêtes. Les ovnis, c'est pas une blague, c'est pas des hallucinations, c'est pas des erreurs de perception ou de façon très marginale. Il y a vraiment quelque chose, il y a un truc formidable. Ce truc-là, il nous dépasse. Si vous voulez faire un catalogue exhaustif de tout ce qui s'est passé depuis, par exemple, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous allez être obligé d'injecter plusieurs dizaines de milliers de cas. Il y a effectivement des éléments dans les témoignages qui suggèrent une réalité matérielle. Quand vous avez par exemple des traces au sol, des trous dans le sol, ou de l'herbe brûlée d'une façon plutôt inexplicable, ou quand vous avez des traces sur les pellicules photos, ça indique un phénomène matériel. Nous avons recueilli des données dans 5602 cas. C'est beaucoup quand même, 5602 cas. Répartis à travers le monde, dont à peu près la moitié en France. Sur ce graphique, vous avez en jaune une courbe qui exprime la variation du pourcentage d'observations diurnes au cours de la période 1947-1994. Ce phénomène qui se manifestait majoritairement le jour à la fin des années 40, au cours des 15 ou 20 dernières années, il est devenu très majoritairement nocturne. Évidemment, on ne sait pas pourquoi, on sait juste que c'est comme ça. Le 25 juin 2011 se déroulait la Nuit des OVNIs ou Opération Suricat. Sceptiques, curieux, ufologues passionnés de France, d'Europe, voire du monde, ont ensemble observé le ciel le temps d'une soirée dans l'espoir d'y apercevoir des visions insolites et d'échanger leurs informations. En Auvergne, l'opération se déroulait à Plauzat, dans le Puy-de-Dôme. On doit être environ 600 cette nuit. Toutes nos infos vont converger vers un centre d'appel et on aura tous en retour ce qui va se passer dans le ciel européen, enfin dans une partie du ciel européen ce soir, cette nuit. Tout ce qui va être relevé va être analysé. Il y a 2-3 mois de traitement où on va comparer avec le trafic aérien, le trafic satellite, tout ce qui pourrait être susceptible de méprise pour avoir un résumé intéressant de ce qui peut se passer, quoi. Voilà. Nos avions sont surveillés, nos aéroports sont surveillés et nos sites nucléaires sont surveillés. Alors, pour quelles raisons ils seraient surveillés? Moi, je pense qu'on est dans une phase où, sans le savoir, nous, terriens, on est peut-être à la veille de trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite dans l'espace. Et quand nous aurons trouvé ce moyen rapide, nous allons peut-être poser des problèmes. Parce que nous sommes assez nuisibles, en fait. Hein. On voit bien, même entre nous, nous sommes très nuisibles. J'essaierai de voir ça avec les documents que j'ai pour voir ce que ça pourrait être. Tiens, carnet CVS. Point rouge et blanc, vitesse constante, allant de l'est vers l'ouest, vient hausser son altitude subitement. Continue son ascension, vient de disparaître de mon champ de vision, dans le 37. Il y a beaucoup de petits incidents, de petits événements, comme il y aura ce soir, qui sont intéressants, mais qui n'apportent pas assez d'informations. Et on est en quête, nous, de vraies infos, quoi. Notamment quand il arrive en cas d'atterrissage ou en cas de rencontres rapprochées, etc. On a un ensemble d'informations plus intéressantes. Ça regarde. Ah oui.
Regarde là. T'as fait voir? Ah oui, c'est un objet lumineux qui est en train de passer, regarde. C'est éteint là, non? C'est peut-être une rentrée atmosphérique, mais là, non, je dirais pas une rentrée atmosphérique. Ça avait un peu une trajectoire un peu désordonnée, alors c'était un peu bizarre. Depuis 1954 et la vague d'OVNI qui aurait déferlé sur la France, le phénomène défraya épisodiquement les chroniques des médias. Bien que moins important en nombre que durant cette fameuse année, les témoignages continuèrent et continuent d'affluer, attisant la curiosité de journalistes dont certains se sont particulièrement investis dans le sujet. Sur les ovnis, on sait qu'il y a une énigme, on sait qu'il y a maintenant des cas qui restent absolument insolubles, qui laissent penser qu'il y a une composante physique, qu'il y a une composante technologique qui n'appartient peut-être pas à la Terre, qui fait qu'on est tenté d'avoir des hypothèses qui nous mènent vers les solutions extraterrestres. À partir du moment où on peut imaginer que des véhicules se déplacent dans l'atmosphère terrestre, ils peuvent très bien se déplacer également sous la mer. On peut imaginer une technologie qui permet cet état de choses. On les appelle les OPNI, objets plongeants non identifiés, car bien souvent, ce qui a été noté par les équipages, à la fois de marine internationale, c'est l'objet qui se déplace dans le ciel et qui d'un seul coup plonge dans la mer. Les ovnis, on sait avec certitude qu'il y a une question qui est posée par cette présence insolite, qui est une présence indéfinissable, mais techniquement qui est quelque chose sur lequel il faut compter et sur lequel il faut réfléchir. Ça devient urgent. Pour l'évitement qu'auraient d'éventuels visiteurs à notre égard, des scientifiques évoquent un respect et une précaution. Les extraterrestres voudraient éviter un choc brutal et dévastateur entre deux civilisations de niveaux très différents. Quant à la diversité des formes des ovnis, certains l'expliquent en évoquant l'éventualité de plusieurs origines stellaires des aliens. Moi, je suis persuadé qu'on est évidemment toujours observé par une ou plusieurs civilisations extraterrestres parce que je suis intimement persuadé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que la vie extraterrestre foisonne. Il y a probablement des milliards de mondes habités dans l'univers. Et comme notre civilisation technologique, elle a démarré au début du XXe siècle, donc on a en gros un siècle de progrès technologique un peu significatif. Et notre planète a 4,5 milliards d'années. L'univers a 13,7 milliards d'années. Donc on peut imaginer des civilisations qui sont nées des milliards d'années avant la nôtre. De quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que 5000 ans d'avance par rapport à la nôtre? On ne peut pas venir depuis ces étoiles jusque chez nous dans un laps de temps raisonnable, en quelques jours ou en quelques semaines, puisque selon les lois de la relativité, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, c'est-à-dire en gros la distance de la Terre à la Lune en une seconde, et malgré cette vitesse faramineuse, déjà pour traverser notre galaxie, il faut 100 000 années-lumière. 100 000 années à 300 000 km par seconde. Donc les astrophysiciens qui respectent, ils ont raison, les lois de la relativité découvertes par Einstein, vous disent ce n'est pas possible. Mais ça, c'est dans le cadre des lois qui sont loin d'être terminées. On a découvert quelques lois, mais il y a d'autres lois que l'on va découvrir qui vont transcender tout ça et qui permettront sans doute de prendre des raccourcis de l'espace. Depuis fin septembre 2011, la découverte de physiciens du CERN de Genève pourrait remettre en question la théorie d'Einstein sur la relativité. Désormais, si cette découverte était bien confirmée, en reconsidérant la notion du temps telle qu'on la connaît, les voyages interstellaires entreraient dans le domaine du possible. On pourrait alors imaginer que d'hypothétiques civilisations bien plus anciennes que nous et situées dans d'autres systèmes solaires auraient pu maîtriser cette science et la mettre en application. La science progresse souvent par bonds. Elle bute aussi sur des énigmes. À Esdalen, en Norvège, de mystérieuses lumières à l'apparition récurrente ont très souvent été assimilées à des ovnis. Ces faits ayant très largement débordé des frontières ont intrigué la communauté scientifique mondiale qui cherche à élucider le phénomène.
Les phénomènes qui sont observés dans la vallée des Esdalen sont des phénomènes lumineux qui ont été observés par de nombreux témoins. Il y a des témoignages historiques, des écrits historiques, et donc on ne peut pas nier la véracité de ces phénomènes lumineux. On est face à des phénomènes inexpliqués et notre objectif scientifique est de les comprendre. Pourquoi les comprendre? Tout simplement parce que ça fait partie de la connaissance de la Terre, de la connaissance du vivant, qu'il faut bien aller au-delà pour pouvoir se propager dans l'avenir. D'autre part, si on parvient à comprendre ces phénomènes lumineux, il est possible qu'on puisse les rapprocher de certains phénomènes, cette fois-ci aérospatiaux non identifiés, les PAN. Et c'est pour ça que si on arrive à comprendre une petite partie de ces phénomènes, on peut peut-être répondre à certaines questions que se pose le GEPAN sur des PAN. On va faire des investigations dans la vallée des Esdalen pour ces phénomènes lumineux, mais ces phénomènes lumineux n'ont rien à voir avec des ovnis. Et on va essayer de les comprendre, de comprendre leur mécanisme. Après, nous chercherons à comprendre l'origine de ces phénomènes et de les rapprocher avec certaines observations qui sont dites phénomènes aérospatiaux non identifiés, voire ce que vous appelez ovnis. Mais en premier lieu, ce qui est observé à Esdalen ne sont pas des ovnis. Simplement, la vie extraterrestre et autres est un sujet qui semble important d'étudier. Il y a des points quand même qui sont forts, puisqu'il y a de nombreux témoignages sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui sont relatés par des témoins nombreux et fiables. Donc je pense que ce sont des études à poursuivre dans le futur. En ouvrant les portes du ciel avec tout son inconnu, l'homme découvre un merveilleux qui séduit son imaginaire, où cohabitent science et fiction. Les ovnis font partie de cet inconnu qui demeure à ce jour un mystère à vivre et une question à résoudre.